Salut très chers fidèles de la www.bilombe.com. Nous sommes très ravis de nous revoir encore dans cet espace que nous avons intitulé Savoir Plus. Je sais que ces magazines ne cessent de vous bénir par diverses connaissances qui coulent chaque fois dans cette émission. Parce que nous nous disons et nous sommes fixés un but, c'est lui de dévoiler tout le secret, pas seulement le secret, mais aussi la vérité qui font que notre pays soit béni, notre pays arrive à atteindre l'épanouissement intégral pour que les Congolais disent réellement que oui, nous sommes un grand peuple, un grand pays puissant. Et c'est avec beaucoup d'honneur qu'aujourd'hui, dans notre plateau de bilombe.com, dans cet espace Savoir Plus, nous avons reçu un papa, il s'appelle Papa Zéphirin Lundila. Oui, c'est un sage et on peut peut-être l'appeler un grenier de savoir. C'est avec lui que nous aurons à animer, nous aurons à partager les instants de cette émission parce que lui, il a vécu les instants des événements de l'indépendance. Du moins, il a une réalité plus exacte sur le fait et il pourra nous conduire, il pourra nous guider pour nous dire la vérité. Parce qu'aujourd'hui, au Congo, il y a un sérieux problème, c'est que la vérité est toujours cachée pour ne pas donner la clarté et empêcher les gens à découvrir ce qu'il faut faire et toujours demeurer dans l'ignorance. Et c'est comme ça, nous sommes là avec Papa Zéphirin Lundi, là, il va se présenter davantage et nous allons le connaître. Lui-même va se présenter. Bonjour papa. Bonjour maman. Il y a les téléspectateurs qui vous voient et qui veulent que vous vous présentiez davantage vous-même. Ah oui, moi je m'appelle Zéphirin Lundila. Je suis né de parents cultivateurs. Je suis parti à l'école catholique à l'âge de 8 ans. À l'âge de 8 ans, je suis parti à l'école. J'étais quand même intelligent. Arrivé en 6e, bon, parce que j'ai oublié le chapelet au village, alors on m'avait obligé d'acheter les chapelets. Moi, je disais que je n'ai pas assez d'argent pour arriver jusqu'à la fin de la période de vacances. Puis j'avais dit que les chapelets n'enlèvent pas le péché, alors j'étais pris pour, je ne sais pas qui. Un hérétique. Un hérétique, oui. J'étais pris pour un hérétique. Alors on m'a mené chez le directeur, Damien Davister. Tous les frères blancs qui étaient dans les salles de classe, dans les ateliers, ils sont venus me voir. Et puis on m'avait renvoyé de l'école. Oh. Alors mes parents m'ont donné aussi une machine à coudre. Et je devais apprendre à coudre de 55 à 56, 57. Bon, j'ai pris ce travail. J'ai quand même accepté les offres. Bon, j'étais à Kulungongo. C'est là que j'ai commencé. Et puis, le frère m'a demandé si vous êtes l'esprit Kimbangu. Moi, je dis non. Moi, je ne suis pas l'esprit Kimbangu. Parce que je ne connaissais pas Kimbangu à cette époque-là. Mais quand même, vous entendez parler de lui. J'avais 12 ans, je ne connaissais pas Kimbangu, je ne connaissais pas. Alors, à Sirakulungongo, en 1956, que j'ai entendu parler que les gens qui ont prié le Kitouadi sont arrêtés. Ah bon? Ils sont allés le voir, Kitouadi, mais ça c'est le livre des protestants que je vois. Mais comment ils ont prié? Ah bon? Comment ils ont prié? Et je suis allé le voir, j'ai vu beaucoup de gens que je voyais beaucoup de gens que je connais, que je connaissais d'abord, je veux dire. Mais comment est-ce qu'ils ont prié ces gens? Parce que moi je vois le livre de cantiques là. Maintenant, ils ont prié comment pour être arrêtés? Bon, ça s'est passé. Bon, en 1957, il y a Papa Denguenda qui avait fait un accident vers la bifurcation là-bas, Kulungongo. Bon, je ne le connaissais pas. Bon, on l'a mené à l'hôpital de Kulungongo, mais quelque chose d'étonnant. Bon, l'hôpital était surveillé par des policiers. Personne ne pouvait entrer. Je me suis dit, mais c'est quoi encore ça? Quelqu'un qui venait à l'hôpital et puis
on surveille l'hôpital, pas de militaires, personne n'entre. Pourquoi? Qui était-il? Je ne connaissais rien de Simon Kimbangu. Alors, à 57, 58, j'ai terminé l'apprentissage, mais à 58, je n'ai pas voulu faire ce travail de couturier. Alors, je suis venu à Kinshasa. À Kinshasa, je me fais inscrire à la Médisali. J'ai recommencé l'école. J'étais admis en sujet moderne à cette époque-là parce qu'il y avait les sections modernes. Alors j'étais admis là-bas. Je suis resté là jusqu'en 62. Mais entre-temps, il y avait des événements de l'Abaco que moi, je partais toujours surveiller là-bas. Alors quand j'ai terminé mes études, quelqu'un m'a pris directement, m'a déposé dans le bureau de l'Abaco, bureau du journal. Là, vous travaillez comme... Là, j'ai travaillé comme secrétaire de rédaction. Secrétaire de rédaction à l'Abaco. Dans le journal de l'Abaco, Notre Congo. Le nom, c'est Notre Congo. Le nom du journal, c'est Notre Congo. Organe d'information de l'Alliance de Bakongo à Bako. Et jusqu'aujourd'hui, vous êtes militant? Moi, je suis militant de Bako. Ah bon, je suis militant de la Bako. Je n'ai jamais été dans du parti. Hein. Alors, c'est moi qui datographiais tous les articles, puis les envoyais à l'imprimerie. Alors, jusqu'en 1962, on a démembré la province de Lépoville. Bon, il devait aller dans le Bas-Congo. Bon, moi, je n'ai pas voulu aller dans le Bas-Congo, je suis resté ici. C'est comme ça que vous avez évolué. J'ai évolué. Merci, papa. Et comme tous nos téléspectateurs sont vraiment d'accord avec nous, parce que tout le monde s'est décidé de connaître réellement la vraie histoire du Congo, parce qu'on ne pourra pas relever ce pays si on ne connaît pas l'histoire. Parle-nous un peu de la découverte du Congo. Qui sont ces gens qui ont eu le courage de découvrir ce grand pays Congo? Et comment ça s'est passé jusqu'à ce que nous arrivions à l'état indépendant du Congo? Mais du moins, c'est comme si le Congo était un peu organisé déjà. Alors nous voulons savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement depuis la découverte. Bon, tout d'abord, il y a un navigateur portugais, Diego Cao, qui était à la recherche de l'Abyssinie. L'Abyssinie, c'est actuelle l'Éthiopie. Oui, l'Éthiopie. Bon, alors, par hasard, ils sont arrivés à l'embouchure du fleuve Congo. Bon, ils ont vu un fleuve, mais ils se sont intéressés à monter sur ce fleuve-là. Ils étaient retournés. Alors, 2 ans, 3 ans après, en 1985, ils sont revenus sur cette embouchure et puis ils ont monté le fleuve. À quelques distances là, ils ont trouvé des autochtones, des indigènes là. Bon, alors on les avait demandé, mais comme ils ne s'entendaient pas, bon, il y avait des Éthiopiens. Bon, les Éthiopiens à ne pas comparer avec l'Éthiopie actuelle, parce qu'à ce moment-là, à cette époque-là, le nom Afrique n'existait pas encore. C'était quoi alors? Vous entendrez ça. Le nom Afrique n'existait pas encore, on ne l'appelait pas Afrique. Mais quand vous entendez parler d'Éthiopie, même dans la Bible, quand vous voyez le nom d'Éthiopie, c'est-à-dire l'Afrique. L'Afrique ne s'appelait pas comme il s'appelle maintenant. Alors, maintenant, ils ont commencé à bavarder, mais ils ne s'entendaient pas. Mais par des signes, ils ont compris que, bon, ici, il y a un grand royaume. Bon, les Congolais de l'époque, ils n'avaient pas peur et tout ça. Bon, ils ont monté dans les yaks avec les autres noirs qui étaient là. Les yaks, c'est quoi? Les grands bateaux bien les plus grands? Les yaks de voile là qu'ils avaient là. Ouais. Alors, ils partent en signe, et puis il y a quelques-uns des Congolais qui ont pu comprendre. Qui ont pu comprendre, et puis eux, ils ont compris qu'il y a un royaume, un grand royaume dans ce pays. Bon, alors, bon, comme il y a 4 Congolais qui sont montés dans les yaks, à démarrer avec eux. Alors, il les a menés au Portugal. Bon, il les a menés au Portugal. Bon, là-bas, on leur avait pris la langue. Bon,
on les habillait. Alors quelques années, je crois 4 ans après, ils les ont ramenés, bien habillés, ils parlaient portugais, et puis ils sont arrivés jusque chez le roi à Manzakongo. Le roi était content, il a vu ces sujets qui étaient partis, ils couraient peut-être, ils étaient disparus, ils sont perdus, mais ils sont revenus bien habillés, ils parlent portugais, le roi est aussi content. Maintenant, ces temps-là, et ici, les Congolais dans le royaume Congo, les gens n'étaient pas habillés comme des blancs, ou bien ils se débrouillaient seulement avec des peaux de bêtes. Bien, ils étaient aussi civilisés. Ici, le royaume Congo, c'est un royaume bien organisé. Bon, et ils habillaient en raffia. En raffia. Oui. Ok. Ils n'étaient pas nus, mais ils s'habillaient en raffia. Alors, maintenant, cette fois-ci, pour la 3e fois, le roi a accompagné ces sujets congolais jusqu'à chez le roi à Manzakongo. Le Manzakongo, le roi était content. Alors, c'est alors qu'ils sont entendus pour signer des traités, des protocoles d'accord pour des coopérations. Donc. C'était pas question de coloniser, non, en fait c'était d'abord question de coopérer. Coopérer d'abord. De collaborer. Alors, le roi a demandé à Diego Cao les hommes de métier, les couturiers, les maçons, les cordonniers, et les charpentiers. Et puis les missionnaires, pour enseigner la religion, et créer des écoles dans les royaumes. D'apporter une nouvelle civilisation. Oui. Alors, maintenant, les missionnaires étaient venus, les hommes de métier étaient venus, c'est vers 1891, 1491 comme ça, ils sont venus. Oui, papa. Oui, comme tout pouvoir avait des ennemis, le roi avait des ennemis, mais il se sentait protégé par des blancs. Ah bon? Oui. Alors, en 1495, le roi Nzingankou était baptisé sous le prénom de Jean Ier. Nzingankou. En fait, c'était le roi qui a demandé à ses missionnaires, aux charpentiers, aux forgerons de son pays de venir ici en mission pour civiliser le peuple. Oui, voilà. Okay. C'est ça. Alors, maintenant, il y a eu des missionnaires capucins qui sont allés là, qui sont venus au Congo, au royaume. Bon, maintenant, ils devaient enseigner la religion, baptiser les gens. Alors, le roi lui-même, Nzingankou, était baptisé en 1495. Ok. Par les missionnaires. Par les missionnaires capucins. Alors, après ce baptême-là, c'est là où commence maintenant la colonisation. Parce que maintenant, le roi devait être sous les ordres des missionnaires. En fait, maintenant je ne comprends pas. C'est comme si c'est le roi qui a monté quelque chose, une ruse, par le fait que le roi soit baptisé, il devait être soumis à leur loi. C'était ça. C'était pas une ruse, bien c'était quelque chose de normal qui allait se passer de la sorte. Mais moi, je ne sais pas, mais s'il y a moyen de nous expliciter là-dessus, parce que c'est comme si c'était une ruse. Pourquoi on me baptise et directement, je dois être soumis aux lois, je dois être soumis à leurs lois? C'était quoi? Mais parce que le Congo connaissait déjà les Nzambiampung. Les Nzambiampung. Oui, mais le Nzambiampung n'était pas le Dieu que le missionnaire capucin avait. C'est Dieu parce qu'on appelle Nzambiampung comme tout-puissant. Tout-puissant. Oui, tout-puissant, Nzambiampung, c'est tout-puissant. Okay. Bon, maintenant, comme ils sont venus pour civiliser, d'abord il faut être baptisé. Ils ont enseigné le nom de Jésus, ainsi de suite. La nouvelle naissance, ainsi de suite. Alors le roi a accepté d'être baptisé. Bon, c'est comme ça que le roi est baptisé sous le nom de Jean Ier. Alors à partir de ce baptême, c'est là où commence la colonisation parce que maintenant le roi n'était plus libre d'action parce que maintenant il devait être dirigé, orienté par les missionnaires. Bon, lors de sa mort, bon, c'est son fils
Alfonso Nzingamvemba. Hein? C'est lui qui a succédé à son père. Alors, voyez, les rois, alors que le royaume n'était pas du père en fils. C'était les clans. Ce sont les clans qui se rassemblaient pour voter un nouveau roi. Voilà, la succession n'était pas de père en fils. Alors cet acte-là aussi a semé un trouble. A semé un trouble dans les esprits du royaume. Oui. Et qu'est-ce qui était arrivé? Ah bon, comme les Blancs, ce sont eux qui commandaient, bon, ils avaient aussi des militaires, les Blancs, on a imposé le fils de Nzingamvemba, non, de Nzingakou, pour diriger. Ainsi de suite. Alors, à la longue, les missionnaires, les techniciens qu'on a fait appel, on ne s'occupait plus de leurs activités journalières, maintenant ils se sont livrés à la traite des Noirs. Donc maintenant, ils commencent à acheter les nègres, les envoyer, ainsi de suite, le commerce des Noirs. Bon, même Alphonse Nzinga essaie de résister, mais ça n'a pas marché. Maintenant, papa. Ok, maintenant, et pendant que le missionnaire faisait quand même ses marchés des traites du Noir, le roi, le Paul II, était où? Pas encore, il n'est pas encore là. Là, le roi n'était pas encore. C'est en 1400, vous entendez? En 1400, parce que le roi est venu en 1800. Oui, oui. Okay. Le roi est venu en 1800. Alors, maintenant, à la longue, le royaume est devenu un peu désordonné. Il y avait des successions. Anarchiques. Oui, des successions. Les Jean IV de Portugal avait demandé qu'on lui réserve le territoire jusqu'à 15 degrés, que ce soit pour lui. Oui. Et puis, au nord là-bas, vers Ngoyo, le royaume de Ngoyo, c'est Cabinda actuel. A fait la sécession. Il y avait le royaume de Luangu qui a fait la sécession. Bon, alors vers 1680, c'est la naissance de Ndona Béatrice qu'on appelle Kimpavita. Kimpavita, c'est la déformation de Tsimbadita. Tsimbadita, oui. Kimpavita. C'est Tsimbadita. Alors, maintenant, Tsimbadita jusqu'à 1702, il avait déjà quelques 20 ans. Alors, parce que lui, elle était déjà adepte de Saint-Antoine de Padoue. Hein? Bon, Saint-Antoine de Padoue, c'est un Portugais qui a prêché là-bas, la région, dans le sud, là-bas, dans l'Australie, là-bas. Dans l'Austral, l'Afrique australe. Alors, bon, les enseignements qu'ils ont reçus étaient différents de ce que faisaient les Capucins. Alors, bon, Tsimbadita est inspiré. Alors, maintenant, parce que le royaume est déjà disloqué, le Mazakongo est déjà presque abandonné, le roi est allé plus loin vers les montagnes, mais il y a un autre roi qui s'est proclamé roi aussi, est allé vers Congo d'Alemba, vers Songolo là-bas. Oui. Alors, maintenant, Kimpavita cherchait la réunification de ce royaume-là. Maintenant, qui l'a soutenu? Parce que c'était d'elle-même que cette idée est venue. Puisqu'il était, comme il était inspiré, c'est d'elle-même. Les missionnaires les cherchaient pour les chercher à les tuer. Bon. Un jour, il a embarrassé le père supérieur de Mazakongo, là qu'on appelait père Bernardin. Alors, il avait posé la question à Kimpavita. Bon, vous ici, vous prenez Saint-Antoine. Saint-Antoine, c'est un blanc. Est-ce que au ciel, il y a des blancs? Et puis il y a des noirs? Kimpavita lui répondit oui. Au ciel, il y a des noirs comme des blancs. Mais au ciel, il n'y a pas de couleur. Alors, le père est embarrassé.
Malheureusement, la fille, comme c'est une fille qui avait son secrétaire, certain Jean, bon, il l'a mis enceinte. Bon, pendant qu'il a couché, on l'a pris. C'est comme ça qu'on l'a passé au bûcher. Donc là, elle était enceinte. Oui, oui, il a attrapé une enceinte par son secrétaire. Alors, pendant qu'il a couché là, bon, les prêtres l'ont pris, les capitaines l'ont pris, et puis l'ont passé au bûcher. On a brûlé vive. Oui, on a brûlé vive. Bon, entre-temps, le royaume était déjà divisé. Pourquoi, papa? Pourquoi maintenant Kipavit est resté un personnage très mythique, un personnage très important dans l'histoire du Congo? Ah oui, ça dit que dans le Congo, celui qui conçoit l'idée de réunification du royaume, il doit être grand. Il doit être considéré, on doit être de grande importance. C'est comme André Massoua. Bon, André Massoua, bon, lui avait prôné la réunification du Congo, la réunification du royaume. Alors on l'a tué en février 1942. Congo de Moulaza, Congo de Pangala, c'est à Angola. Okay. C'est ça. Et maintenant, comme le royaume s'était divisé, et maintenant, comment était resté le royaume Congo? Maintenant, notre Congo, donc le reste du royaume... Il s'était retrouvé dans quelle partie, notre pays? Il s'était retrouvé dans quelle partie? Pardon? Notre pays actuel s'était retrouvé dans quelle partie lorsqu'il y a eu depuis Manza-Congo jusqu'ici, jusqu'ici était sous le contrôle de Manza-Congo, sous l'autorité de Manza-Congo. Hein? À partir de Manza-Congo, jusqu'au-delà de Manza-Congo, bon, était sous l'autorité de Manza-Congo, jusqu'ici en Pumbu ici. Pumbu, ça veut dire terminus. Terminus. Oui, wow. Terminus. Ouais. Pumbu, donc... Les horizons là, hein? C'est ça. Et voilà. Maintenant, et comment ça s'est fait que le roi Léopold II s'intéresse à la partie centrale? Ah, le roi Léopold II, ah oui, là, vous parlez maintenant, vous parlez de l'histoire de Stanley. Bon, Stanley, lui, il était à la recherche de David Livingstone, un Écossais là, qui a quitté longtemps l'Europe alors qu'on ne voyait plus. Maintenant, Stanley Norton, Henry Stanley Norton il s'appelait. Alors il est venu par l'océan Indien. Alors il a rencontré David Livingstone à Kampala. Oui, à Kampala, Ouganda. Il l'a rencontré là-bas. Bon, il est resté avec lui pendant quelques temps. Bon, il lui a laissé tout le nécessaire, il a donné tout le nécessaire. Il lui avait demandé de retourner en Europe et lui n'a pas accepté. Stanley. Non, David Livingstone n'a pas accepté de retourner en Europe. Pourquoi? C'est lui qui connaît parce qu'il s'est habitué avec des Noirs là-bas. Hein? Alors, il n'a pas voulu retourner en Europe. Stanley lui a laissé tout ce qu'il avait besoin. Et puis, David Livingstone a conduit Stanley jusqu'à vers Ruzizi. Ruzizi, c'est dans le Kivu, là-bas vers Bukavu. Alors, maintenant, voyant ce cours d'eau, Stanley se disait que bon, ce cours d'eau, si je le suis, je peux atteindre l'océan Atlantique. C'est comme ça qu'il s'est plongé, il s'est embarqué dans cette rivière-là, avec des Zanzibarites. Les Zanzibarites, c'est quoi? Les Zanzibar, les habitants des Zanzibar. Donc, vous voyez Tanzanie. Tanzanie, c'est l'union de Tanganyika et Zanzibar. C'est ce qu'on appelle Tanzanie. Tanzanie. Oui. Donc, avec beaucoup de Zanzibarites, alors il naviguait le long jusqu'à atteindre le fleuve. Bon, là-bas, il a traversé un monde tout à fait sauvage. Oui, à partir de Zizi.
le long du fleuve, il n'a pas rencontré la civilisation. Ah bon? Oui, il n'a pas rencontré la civilisation. Bon, il est venu rencontrer seulement un homme avec un fusil, vêtu en veste, à Bolobo. Bolobo Sio. À Bolobo de la Bandoune, tout près, c'est pas très loin d'ici. C'est à la Bandoune. Bon, après, il arrive à Kinshasa. Bon, il a trouvé vraiment une civilisation. Bon, il était au marché là-bas, il a acheté des barres de cuivre. Puis il est allé rencontrer Ngaliema. Hein, et puis, allez, il a traversé de l'autre côté. Parce qu'il y a des cataractes, pour éviter les cataractes, il a traversé de l'autre côté. C'est là qu'il a rencontré un Sénégalais qui lui disait que ici c'est le territoire français. Dans la partie nord. La partie nord là, oui. Ici c'est le territoire français. Bon, alors il continuait jusqu'à atteindre quelque part vers Ngomatadi. Il a perdu un compagnon qui est tombé dans l'eau. Mais le nom se trouve dans le document. Oui, il a perdu son compagnon qui est tombé dans le fleuve. Oui, il est mort. Son compagnon blanc ou noir? Blanc. Son compagnon blanc. Oui, alors il est mort. Bon, il arrive là, au côté ouvert de Ngomatadi là-bas. Bon, là, c'est le royaume Congo. Bon, là-bas, bon, on l'a reçu. On lui a offert des régimes de bananes, de boucs. On lui a donné un bouc en Ngomatadi là-bas. Bon, alors il continuait jusqu'à Sanda là-bas, vers Matadi. C'est à Sanda là qu'il a rencontré quelqu'un qui lui a demandé en anglais, you speak English ou French? Alors il dit, mais ici je suis déjà dans la civilisation. Voilà, vos frères se trouvent quelque part là-bas, à Boma là-bas. Vos frères se trouvent à Boma. Alors, il avait fait une note. Hein. Il avait fait une note. Elle donnait à ces blancs-là. Alors maintenant, à Boma, c'est qui gérait les factoreries. Hein. Les factoreries. Alors ils ont dit, un blanc qui vient de l'Est, comment? Alors on doit envoyer quand même quelques produits, produits pour vivre. Et puis il est arrivé à Boma, je crois, c'est au mois d'août 1877.